9 jours après les funérailles de Christophe, je me tenais seul à la table de ma cuisine, les idées d'une clarté absolue. La maison étouffait sous l'odeur lourde et persistante des lys fanés, mais mon attention n'était fixée que sur la réalité froide et implacable de ma calculatrice et de mon bloc-notes. Christophe était parti, mais le fantôme qu'il laissait derrière lui n'était pas un souvenir, c'était un bilan comptable. Je venais de découvrir l'effondrement structurel massif de distribution avant-garde, l'entreprise qu'il avait passé sa vie entière à bâtir. Il ne restait plus de larmes pour pleurer, seulement des chiffres à réconcilier. Notre mariage avait duré 25 ans, un quart de siècle fondé sur ce que je croyais être un respect mutuel, une vision partagée et des ambitions parallèles. J'avais bâti Logistique Sommet de toutes pièces, en faisant une forteresse d'efficacité et de fiabilité. Tandis que Christophe cloisonnait méticuleusement sa société de la mienne, il prétendait toujours que c'était par souci d'indépendance, pour s'assurer que nous ne mettions jamais tous nos actifs dans le même panier. Je respectais cette frontière. Implicitement, y voyant un signe de maturité professionnelle entre deux cadres. Dirigeants comprenant la gestion des risques. Mais assise là avec ses grands livres, j'ai enfin reconnu l'immense infrastructure d'angle mort qu'il avait soigneusement érigée sous mes yeux. J'avais complètement ignoré les petits indices insidieux, un retard de paiement par-ci, une remarque défensive sur les flux de trésorerie par-là. C'est le piège absolu de la normalisation cruelle? Cela arrive si lentement que l'on ne sent jamais la température monter dans la pièce. On commence par normaliser les écarts mineurs, on accepte les réponses évasives aux questions financières basiques, les portes de bureaux fermées, les comptes bancaires intouchables. On se convainc que ce sont simplement les procédures opérationnelles standards d'une vie de cadre complexe, jusqu'à ce que l'absurde et le dangereux deviennent une routine totale. Les signaux d'alarme sont toujours là, flottant au vent, mais ils sont tissés si harmonieusement dans le tissu du quotidien qu'ils finissent par ressembler au motif de l'étoffe. Christophe a utilisé ma confiance comme une arme. Il savait que je fonctionnais à la logique pure, alors il me nourrissait d'excuses hautement logiques et soigneusement construites. Il a utilisé ma foi profonde en notre partenariat comme camouflage, lui permettant de construire une réalité secondaire entièrement hors de ma vue. Je ne l'ai pas vu parce que je refusais de regarder mon propre mari avec le même examen clinique et impitoyable que j'appliquais à mes rapports de résultats trimestriels. J'avais été, sans le savoir, l'investisseur silencieux de sa grande illusion, fournissant la stabilité fondatrice, les garanties et une réputation publique irréprochable pendant qu'il opérait entièrement dans l'ombre. Je me suis frotté les yeux, non pour invoquer le chagrin ou le regret, mais pour aiguiser ma concentration. La colère n'était pas bruyante cette fois, elle ne criait pas et ne brisait pas de verre, elle était clinique. L'amour avait été un contrat, et j'en lisais enfin les petites lignes. L'homme que j'avais enterré n'était pas un partenaire, c'était un architecte de la tromperie et son héritage était une faillite. La vérité n'est pas arrivée par un appel téléphonique dramatique ou une confession soudaine. Elle s'est garée dans mon allée par un mardi matin parfaitement calme. J'ai observé par la fenêtre du salon une berline grise s'arrêter proprement près des haies. J'ai immédiatement remarqué la plaque d'immatriculation du Nord. Mon esprit a catégorisé l'anomalie avant même que mon cœur n'ait eu la chance de réagir à l'intrusion. Une femme est descendue du côté conducteur, elle semblait avoir la fin de la trentaine, vêtue d'une humilité délibérée et composée qui suggérait qu'elle avait répété cette arrivée 1000 fois dans sa tête. Mais ce n'est pas la femme qui a glacé l'air dans mes poumons, c'était le petit garçon qui lui tenait la main. Il avait 7 ans et possédait exactement les yeux de Christophe, la même inclinaison légère, la même nuance perçante noisette. C'était un écho biologique debout sur mon perron. J'ai ouvert la porte avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Elle s'est présentée sous le nom d'Amandine. Elle n'avait pas l'air d'avoir de remords, elle semblait investie
d'un droit absolu, affichant une posture de revanche tardive. Elle est entrée dans mon vestibule en tenant un dossier en cuir épais et parfaitement organisé, traitant ma maison non pas comme un lieu de deuil, mais comme un simple obstacle administratif à franchir. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans le grand salon. Elle a posé le lourd dossier sur la table basse et l'a ouvert avec une précision délibérée. À l'intérieur se trouvait un programme de mariage, de cérémonie datant de 14 ans, orné de photos glacées de Christophe, souriant sur une plage que je n'avais jamais vue, debout à côté d'une mariée qui n'était certainement pas moi. Il y avait des piles denses de lettres, des factures d'électricité et des cartes de vœux familiales. 14 ans d'une existence parallèle menée simultanément à la mienne. Pendant que j'optimisais les chaînes d'approvisionnement et négociais des contrats de flotte commerciale. À Paris, il jouait au père de famille à Lille. Elle a poussé la pile de documents vers moi à travers la table en verre, guettant sur mon visage une faille, un sanglot ou un effondrement total. Elle voulait désespérément la détresse émotionnelle de l'épouse trahie pour valider son propre statut. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi il avait fait ça. J'ai juste fixé les documents. Ce n'était plus une tragédie, c'était une tentative de prise de contrôle hostile, et je ne perds jamais une négociation. Amandine s'est adossée au coussin de mon canapé, paraissant tout à fait à l'aise au milieu du naufrage psychologique qu'elle livrait. Puis elle a commencé à parler et j'ai immédiatement reconnu l'auteur de chaque mot, elle récitait le scénario soigneusement calculé par Christophe. Elle a expliqué, avec un ton de pitié répété, que j'avais toujours été l'obstacle corporatif froid, difficile et inflexible dans sa vie. Elle a affirmé qu'il n'était resté avec moi que par obligation professionnelle, que notre mariage n'était qu'un arrangement commercial stérile, alors qu'elle, Amandine, était son véritable sanctuaire émotionnel, l'endroit où il pouvait vraiment être un homme. Il m'avait méticuleusement peinte comme la méchante de son récit pour justifier sa propre faillite morale profonde auprès d'elle. J'ai intériorisé la colère froide et précise de cette trahison ultime. C'était une leçon de manipulation. Il l'avait nourrie d'un fantasme de grand amour contrarié par une épouse riche, sans cœur et calculatrice. Et maintenant, portée par ses mensonges, elle croyait sincèrement être dans mon salon pour réclamer le royaume qu'elle méritait. J'écoutais sa voix pérorer sur l'équité fondamentale et la préservation de son héritage, mais mon esprit était entièrement concentré sur l'analyse des chiffres contenus dans son dossier. J'ai noté silencieusement les dates, les adresses immobilières, l'empreinte financière indéniable de cette vie secondaire. Chaque vacances, chaque loyer payé, chaque cadeau secret était une ligne de dépense cachée que je devais maintenant régulariser. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je n'ai pas défendu la validité de mon mariage ou mon caractère. Là, laisser parler n'était qu'une collecte de données nécessaires. Après 10 minutes de monologue, je me suis levé, je me suis excusé calmement et je suis allé directement dans mon bureau. J'ai fermé la lourde porte en chaîne jusqu'au déclic. Et j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé de thérapeute ou d'amis pour pleurer, j'ai appelé maître Mathieu Lefebvre, mon avocat spécialisé en droit des affaires et des successions. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un recoupement immédiat, exhaustif et impitoyable de tous les registres publics du Nord avec les dépôts sociaux de distribution avant-garde sur les 14 dernières années. Je voulais que chaque société écran, chaque actif caché, chaque compte fantôme soit exposé d'ici le matin. Le temps de la veuve éplorée était officiellement révolu. J'étais la PDG de ma propre survie et j'allais auditer son existence entière. Mathieu est arrivé à mon bureau à 7 heures le lendemain matin. Le cadre juridique qu'il a exposé sur ma table de conférence était clinique, binaire et absolu. Le certificat de mariage de cérémonie d'Amandine était totalement invalide selon les lois strictes de l'état civil français.
Légalement parlant, elle n'était qu'une fiction. Cependant, le petit garçon de 7 ans, Gabriel, possédait un statut d'héritier biologique incontestable et avait une réclamation légale sur un pourcentage de la succession de Christophe. Amandine connaissait parfaitement ce levier. Lorsqu'elle a réalisé que je n'allais pas lui remettre les clés du château par simple choc ou embarras, elle a immédiatement changé de stratégie. Elle a malicieusement divulgué les détails de notre litige successoral à la presse locale. Le vendredi après-midi, une vague médiatique virale déferlait agressivement sur les sites d'actualité, les forums communautaires et les réseaux sociaux. Le récit qu'elle avait planté était parfaitement conçu pour susciter l'indignation publique. La veuve PDG d'une multinationale de logistique, riche et cruelle, utilisait son équipe juridique puissante pour bloquer un pauvre enfant innocent sans père. Elle a instrumentalisé la sympathie du public avec un brio terrifiant. Des reporters agressifs ont commencé à harceler Logistique Sommet sans relâche. Un camion satellite de télévision s'est garé juste en face de mon siège social. Cette campagne de pression visait explicitement à me faire céder, à me forcer à signer un chèque massif pour faire cesser l'embarras public. Mais Amandine et la presse ignoraient fondamentalement à qui elles avaient affaire. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils m'avaient fait, ils étaient profondément choqués que j'ai complètement arrêté de jouer leur jeu. J'ai donné instruction à Mathieu de ne faire aucun commentaire à toutes les demandes médiatiques. J'ai refusé catégoriquement de me défendre devant le tribunal de l'opinion publique parce que je préparais discrètement un champ de bataille structurel bien plus létal. Au lieu de rédiger une défense de relations publiques pathétiques, j'ai ordonné un audit médico-légal complet et sans merci du passif de distribution avant-garde. Je voulais connaître chaque dette cachée, chaque facture fournisseur impayée, chaque actif toxique que Christophe avait enterré derrière son sourire charismatique. J'allais donner à Amandine exactement ce qu'elle réclamait dans la presse. Elle voulait désespérément l'héritage de Christophe, et j'allais m'assurer qu'elle en récupère jusqu'au dernier centime. L'audit a révélé une entreprise qui n'était pas seulement en difficulté, elle était fonctionnellement et structurellement morte. Mais il manquait encore une pièce cruciale au puzzle. En tant qu'épouse légale et principale garante cautionnaire, j'ai exercé mon droit statutaire d'accéder au bureau privé de Christophe en centre-ville, accompagné d'un huissier de justice. J'ai ignoré les classeurs standards et me suis concentré sur le coffre-fort en acier scellé au sol dans son placard privé. Je connaissais sa combinaison, il avait utilisé ma date de naissance exacte, une mesure de sécurité d'une paresse remarquable pour un homme chargé de tant de secrets sombres. À l'intérieur, dissimulé sous une pile de passeports expirés et de vieux titres de propriété, j'ai trouvé une enveloppe Kraft anonyme. J'ai brisé le sceau et en est sorti une liasse de documents bancaires privés. L'entêtant gras indiquait le transfert final. Exactement 4 jours avant sa mort soudaine, Christophe avait autorisé un virement prioritaire irrévocable d'1,2 million. L'origine des fonds était les ultimes réserves de trésorerie liquide de son entreprise. La destination était un compte de fiducie offshore hautement sécurisé, mais le compte n'était pas au nom d'Amandine, ni au nom du jeune Gabriel. C'était un trust de protection d'actifs qu'il avait discrètement établi à mon nom personnel des années auparavant, laissé totalement dormant jusqu'à ce virement final. J'ai fixé froidement la somme imprimée. 1,2 million. Il savait que son cœur lâchait, ou du moins que les murs financiers s'écroulaient enfin autour de lui. Dans son ultime acte désespéré, il avait délibérément vidé son entreprise de chaque dollar de valeur réelle pour le sécuriser sous mon nom, là où les créanciers et le fisc ne pourraient jamais l'atteindre. Il avait intentionnellement laissé à sa famille secrète adorer une carcasse en faillite structurelle, une coquille vide coulant sous des dettes catastrophiques. C'était le véritable tournant criminel de sa vie entière. Cela
a instantanément dépouillé sa mémoire de toute rédemption romantique. Il n'aimait pas vraiment Amandine, il n'a même pas vraiment protégé son propre fils biologique. Il a simplement protégé son ego, son statut, et s'est assuré que je resterais financièrement entière tout en laissant sa maîtresse dévouée hériter d'un immeuble en flammes. Cette découverte a complètement modifié ma stratégie finale. Je ne me battais plus pour protéger ma part, je préparais simplement le terrain pour que la gravité fasse son œuvre terrible. L'audience de succession au tribunal s'est tenue par un jeudi matin pluvieux. Le couloir en marbre bourdonnait de reporters et de caméramens attirés par la campagne médiatique acharnée d'Amandine. Elle et son avocat agressif, maître Nicolas Duval, se tenaient devant les lourdes portes en bois, souriant victorieusement pour les flashs. Ils ressemblaient à des champions arrogants sur le point de réclamer un prix qu'ils n'avaient pas gagné. Ils s'attendaient à ce que je me batte, que je hurle, que je déploie d'innombrables manœuvres juridiques pour bloquer le transfert de l'entreprise au trust de son fils. Quand nous sommes enfin entrés dans la salle d'audience, je suis resté parfaitement stoïque, assise à côté d'eux. Mathieu, la posture rigide et l'expression illisible. Le juge a examiné la requête initiale. Nicolas Duval s'est avancé au pupitre, la voix empreinte d'une justice théâtrale, exigeant formellement le transfert provisionnel immédiat des parts de contrôle de distribution avant-garde à sa cliente en tant que tutrice légale de l'héritier biologique. Toute la salle a semblé retenir son souffle, attendant mon objection dramatique. J'ai simplement tourné la tête vers Mathieu et fait un signe de tête imperceptible et froid. Je me suis levé sans un mot. J'ai marché jusqu'à la table de la partie adverse et j'ai signé les papiers de transfert provisionnel avec mon stylo plume préféré, sans prononcer une seule syllabe de protestation. J'ai cédé l'entreprise entière, gratuitement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Nicolas a accepté les documents. Signé avec avidité, un sourire triomphant sur le visage. Mais alors son assistante, une jeune avocate aux yeux vifs assise à ses côtés, a commencé à feuilleter rapidement les bilans certifiés joints à l'accord, remarquant les clauses de garantie croisées cachées. Ses yeux se sont agrandis de terreur. Elle a chuchoté frénétiquement à l'oreille de Nicolas. J'ai vu le sang quitter le visage arrogant de l'avocat en temps réel. Il est devenu livide, ses mains se mettant à trembler en regardant les documents. C'est l'illusion de puissance absolue d'un portefeuille vide, les gens sont tellement obsédés par l'apparence, par le titre de propriété brillant et la victoire publique, qu'ils oublient de vérifier l'intégrité structurelle du prix qu'ils exigent. Ils croient sincèrement que détenir les clés fait d'eux des monarques, pour réaliser trop tard que le château qu'ils viennent de réclamer est en chute libre. En exigeant bruyamment et en signant légalement le transfert provisionnel de la succession, Nicolas et Amandine n'avaient pas seulement acquis le nom prestigieux de l'entreprise. Ils venaient de déclencher légalement, de manière permanente et irrévocable, la saisie immédiate d'une entité croulant sous 5 200 000 € de dettes en défaut, de privilèges fiscaux, de contrats syndicaux rompus et d'arriérés immobiliers massifs. Ils étaient désormais personnellement et légalement responsables du naufrage catastrophique que Christophe avait méticuleusement laissé derrière lui. Ils avaient agressivement réclamé la couronne, et je venais de la verrouiller définitivement autour d'eux. Leur cou. Je me tiens désormais derrière mon immense bureau chez Logistique. Sommet, regardant l'horizon parisien lavé par la pluie. La tempête est enfin passée, laissant chaque détail d'une netteté magnifique. Je suis totalement libre. À l'autre bout de la ville, distribution avant-garde est entrée en liquidation judiciaire brutale. Le grand récit public d'Amandine s'est brisé du jour au lendemain. Elle est maintenant prise au piège de son propre naufrage médiatique, regardant les tribunaux saisir chaque actif qu'elle possède pour satisfaire les créanciers, face à une ruine financière inéluctable à cause d'un homme qui ne lui a finalement laissé qu'une maison en cendres. Mais je n'ai pas
Laisser les dommages collatéraux consumer l'innocent. Avant de quitter le tribunal ce matin-là, j'ai chargé Mathieu d'établir un fonds d'éducation anonyme et irrévocable spécifiquement pour le jeune Gabriel, supervisé par un tuteur légal strict nommé par le tribunal. Les fonds sont verrouillés. Totalement isolés de la cupidité et du désespoir inévitable d'Amandine. Le garçon aura un avenir solide, mais sa mère ne pourra jamais toucher un seul centime de mon argent. Je regarde les lumières de la ville s'allumer lentement. Au crépuscule, réfléchissant à la logistique absolue de l'autonomie. La véritable souveraineté ne consiste pas à gagner une dispute publique bruyante. Elle consiste à s'extraire entièrement d'une équation fondamentalement faussée. J'en suis venu à réaliser que garder de la colère n'est qu'une autre façon de payer le loyer de quelqu'un d'autre dans son propre esprit. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre, c'est parfois le seul moyen de se libérer soi-même. Je ne les ai pas détruits, j'ai simplement cessé d'être la fondation solide qui soutenait leurs mensonges.